J'avais 18 ans, la nuit où ma mère a déchiré, en deux, ma lettre d'admission au MIT. Ce n'est pas ce que nous sommes, a-t-elle dit. Je l'ai recollé, dans notre salle de bain, à 4 heures du matin. Je suis parti, à 5 heures. Je ne suis pas revenu, pendant 7 ans. Ce que j'ai ramené avec moi, lors de la fête du 80e anniversaire de ma grand-mère, devant 30 personnes. C'est la partie dont ma mère, encore aujourd'hui, ne peut pas parler. Je m'appelle Teresa Davis, et la tradition, dans ma famille, était simple. La fille aînée, ne va pas à l'université. Ma grand-mère l'a suivie. Ma mère l'a suivie. Ma tante l'a suivie. Je suis celle, qui ne l'a pas fait. Voici ce qui s'est passé, le jour où je suis rentré. Bienvenue à nouveau, sur Calm Drama Stories. Cette chaîne s'adresse aux femmes, qui ont grandi en maintenant tout le monde uni, qui ont appris à partir sans claquer la porte, et qui savent que la réponse la plus forte, c'est parfois de simplement quitter la pièce. Si vous avez déjà recollé quelque chose, que quelqu'un que vous aimiez a essayé de détruire, laissez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. J'ai grandi dans une maison mitoyenne en briques, sur la rue Mahanango, à Pottsville, en Pennsylvanie. 2 chambres à l'étage, et la cuisine à l'arrière. Une grand-mère dans le salon d'entrée, qui regardait la télévision, avec le volume baissé au maximum. Mon père travaillait chez Loles Tool & Die, à 6 minutes en voiture. Ma mère, restait à la maison. Ma sœur Maddy, avait 13 ans. J'en avais 18. La tradition, dans notre maison, avait une forme bien précise. Elle ressemblait à la boîte à recettes en bois de ma grand-mère, sur le comptoir de la cuisine. En chêne. Avec le mot Davis, sculpté sur le couvercle. La boîte contenait 3 générations, de fiches de cuisine. Lasagne, pierogi, krupnik, gâteau à la compote de pommes. Elle contenait aussi, la règle. La fille aînée reste. La fille aînée cuisine. La fille aînée épouse quelqu'un, qui vit à une distance raisonnable en voiture. Ma grand-mère l'avait fait. Ma mère l'avait fait. Ma tante Carole l'avait fait. J'étais la prochaine. Je n'ai jamais dit non, à voix haute. Ce n'était pas ainsi, que nous fonctionnions. J'ai dit non, de la même manière que les femmes de ma famille, disaient non. Doucement, en privé, dans un endroit où personne ne viendrait me chercher. Cet endroit, c'était la bibliothèque de l'école, sur l'avenue Garfield, au 2e étage, près de la fenêtre ouest, à la table cachée derrière les encyclopédies. J'ai passé le SAT en octobre. J'ai passé l'ACT en novembre. J'ai menti sur l'endroit où je me trouvais, les samedis matins. Ma mère pensait, que je faisais un service à la boulangerie de la famille Patel, pour 10 € en liquide. En réalité, c'était vrai, 3 samedis sur 4. Le 4e samedi, j'étais dans un bus pour Philadelphie, afin de passer un examen. J'ai obtenu 1560 au SAT, et 35 à l'ACT. Je n'en ai parlé, à personne. J'ai envoyé, cette candidature. L'une d'elles, était pour le Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Les 6 autres, étaient des écoles de secours, que je ne pouvais pas me payer. La grande enveloppe est arrivée, un jeudi du mois de mars. J'ai bien failli, ne pas réussir à monter à l'étage à temps. La boîte aux lettres était de ce genre avec un petit drapeau rouge, que personne ne levait jamais. Je suis rentré de l'école à pied à 15h18, comme je le faisais toujours, et j'ai vu le coin de l'enveloppe dépasser, avant même d'atteindre le porche. MIT, écrit en lettres rouges, dans le coin supérieur gauche. L'enveloppe, était épaisse. L'épaisseur, c'était la chose que chaque lycéen en dernière année, à travers l'Amérique, attendait avec impatience. Fine, ça voulait dire non, épaisse, ça voulait dire oui. Je l'ai glissé sous mon manteau, je suis monté directement à l'étage, j'ai verrouillé la porte de la salle de bain derrière moi, et je me suis assise, sur le bord de la baignoire. La lettre, faisait 3 pages. La première ligne disait, félicitations. La deuxième ligne disait, bourse complète, basée sur les besoins financiers. La troisième ligne disait, logement et plan de repas, inclus. J'ai lu la première phrase, 11 fois. J'ai pleuré, sans faire de bruit. Je suis resté assise là, pendant ce que ma montre m'a plus tard indiqué, être 14 minutes. J'avais un plan, et ce plan consistait, à dire non. Le plan, c'était de postuler par principe, en secret, puis de refuser si un oui arrivait un jour,
et ensuite, de garder ce refus rangé dans le même endroit, où je gardais les résultats de mes examens. Le plan, c'était de savoir, juste de savoir, que j'aurais pu le faire. Le plan n'avait pas anticipé une bourse complète. Je l'ai lu, une 12e fois. J'ai plié la lettre, en 3. Je l'ai mise, sous le tapis de bain. Je suis descendu, et j'ai dîné. Ma mère m'a demandé, si je voulais me resservir. J'ai répondu, non, merci. Elle a dit, que j'avais l'air pâle. J'ai répondu, que j'avais mal à la tête. J'avais 36 heures, avant que la deuxième enveloppe, celle contenant les formulaires de logement et l'attestation sur l'honneur des parents, n'arrive. Ma mère ouvrait le courrier, chaque jour de la semaine, à 16 heures. J'avais jusqu'au vendredi après-midi, pour trouver ce que j'allais faire. Je ne l'ai pas trouvé, assez vite. Vendredi à 17h12, ma mère pliait le linge sur la table de la salle à manger, les serviettes blanches dans une pile, les torchons dans une autre, et la combinaison d'ouvrier de mon père, dans une troisième. Je suis entré par la porte arrière, en rentrant de l'école. J'avais prévu de récupérer la lettre, sous le tapis de bain, cette nuit-là, une fois que tout le monde serait endormi, et de la glisser à l'intérieur de la couverture de mon manuel de chimie. La lettre était sur la table, à côté des torchons. Ma mère n'a pas levé les yeux. Elle a continué à plier. La poubelle de la salle de bain n'est pas privée, Teresa. Je n'avais pas jeté la lettre. Elle l'avait trouvée. Elle l'avait lue. Elle l'avait posée sur la table, pour attendre que je franchisse la porte. J'allais te le dire, ai-je dit. Me dire quoi? Elle ne levait toujours pas les yeux. Que tu as postulé dans mon dos? Que tu as passé 2 examens, sur lesquels nous ne nous étions jamais mis d'accord? Que tu as utilisé mon adresse, pour du courrier universitaire? J'ai commencé à expliquer. Bourse complète, aucune dette, 4 années de logement et de repas payés. J'avais tout préparé, dans ma tête. L'équation financière, l'absence totale de coûts. Ma mère a ramassé la lettre. Elle m'a enfin regardé. Elle l'a déchirée par le milieu, très lentement, les 3 pages en même temps. Puis, elle a tourné les moitiés, et les a déchirées à nouveau. Les morceaux sont tombés, sur la table à manger. 4 rectangles de papier couleur crème, avec le logo rouge, coupé net en son centre. Ce n'est pas ce que nous sommes. Ma grand-mère, dans le salon d'entrée, n'a pas détourné le regard de sa télévision. Ma sœur m'a dit, sur la marche du bas de l'escalier, tenez la rampe à 2 mains. Mon père, dans le garage, à 2 pièces de là, n'a rien entendu. La déchirure entière a pris peut-être 7 secondes. Ma mère n'a pas crié. Elle n'avait pas élevé la voix. C'était la partie à laquelle je ne m'étais pas préparé. Je m'étais préparé à des cris. J'ai eu droit au calme. À 19h30 ce soir-là, ma tante Carole était assise à la table de notre cuisine. Elle habitait à 8 pâtés de maison. Ma mère l'avait appelée à 17h18, 6 minutes après avoir déchiré la lettre, le combiné encore chaud, dans sa main. Ma grand-mère avait roulé son fauteuil jusqu'à la salle à manger. Mon père s'était retiré dans le garage, avec un sandwich. Maddy était à l'étage, et n'était pas invitée. Les 4 morceaux de la lettre étaient toujours sur la table. Personne ne les avait bougés. Ils servaient de centre de table. Le gâteau à la compote de pommes, que ma mère avait cuisiné mercredi, reposait à côté d'eux, intact. Ma grand-mère a parlé la première. La fille aînée reste. Il en a toujours été ainsi. Ma tante Carole a hoché la tête. Je suis resté. Linda est restée. Teresa reste. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai dit que le MIT m'offrait une bourse d'études intégrale. Ma grand-mère a ajusté ses lunettes. Alors, ils ont gaspillé une lettre. Je l'ai répété, plus lentement. 2 années sans frais de scolarité, logement et repas inclus, l'ingénierie, une carrière que je pourrais construire. Je l'ai exposé, de la manière dont je l'avais exposé dans ma tête, des centaines de fois à la bibliothèque. Ma mère a dit, ta sœur a 13 ans. Elle a besoin de toi, ici. J'ai répondu, Maddy ira très bien. Ma tante Carole a dit, ta tante a eu sa chance, autrefois. Ta mère aussi. J'ai raté la seconde moitié de cette phrase.
J'ai entendu le mot chance et le mot tante, et mon cerveau s'est arrêté haletante. J'aurais dû entendre ta mère aussi. Je ne l'ai pas entendu. Ma grand-mère s'est répétée. Elle aimait la répétition. La fille aînée reste. Personne ne m'a demandé ce que je voulais. Personne ne m'a demandé ce que le MIT m'avait offert. Personne ne m'a demandé quel était mon score au SAT. Elles avaient déjà pris leur décision. Elles avaient décidé la nuit de ma naissance. Elles avaient décidé à la naissance de ma grand-mère. La conversation dans la salle à manger n'était qu'une simple formalité. J'ai arrêté de discuter à 20h15. Je suis monté à l'étage à 22h. Je n'ai pas dormi. J'ai attendu. À minuit, ma mère est allée se coucher. À minuit et demi, mon père est rentré du garage et a fait grincer le plancher en passant devant ma porte. À 1h15, la maison était suffisamment silencieuse pour que je puisse entendre le bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine. Je suis descendu à 1h40. Les 4 morceaux de la lettre étaient toujours sur la table à manger. Ma mère ne les avait pas jetés. Elle les avait laissés là, comme une leçon. Je les ai rassemblés. Je les ai emportés dans la salle de bain à l'étage, j'ai verrouillé la porte, et je me suis assise sur le carrelage, le dos contre la baignoire. Du ruban adhésif. Maman en gardait un rouleau, dans l'armoire à pharmacie, pour les étiquettes de ses flacons d'ordonnance. J'ai tiré la bande, très lentement. J'ai scotché chaque déchirure, comme on ferait un point de suture. Ma mère m'avait appris à raccommoder les choses. Elle n'avait juste pas précisé quelle chose. Des ourlets, oui. Des boutons. Oui. Des lettres d'admission au Massachusetts Institute of Technology. Non. La phrase concernant la bourse traversait 2 bandes de ruban adhésif. Je pouvais encore la lire. J'ai plié la lettre en 3. Je l'ai mise dans la poche poitrine intérieure de ma veste en jean, celle qui se fermait. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir du bas de ma commode. 340 € en liquide, économisés en faisant du babysitting pour les enfants Patel d'à côté, au cours des 2 dernières années. Un horaire imprimé de la compagnie de bus Greyhound, que j'avais téléchargé à la bibliothèque, et plié en 8 au mois d'octobre, pour le trajet vers Boston. Départ à 5h22 du matin, depuis Pottsville. J'ai écrit un mot, pour Maddy. Une demi-page. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que j'écrirais. Je lui ai dit de ne pas avoir peur. Je l'ai glissé sous son oreiller à 3h40, pendant qu'elle dormait, la bouche entr'ouverte. J'ai descendu les escaliers, en chaussettes. La lumière dans le garage était allumée. Je m'étais attendu à ce qu'elle soit éteinte. Mon père se tenait à son établi. Les manches retroussées, les mains pleines de graisse, le carburateur de la Buick de 1992 qui ne démarrait plus, ouvert sur un chiffon propre. Il n'était pas en train de le réparer. Il faisait semblant. Il avait attendu. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, avec mon manteau sur le dos, et mon sac de sport à mes pieds. Il s'est retourné. Il m'a regardé de la même façon qu'il regardait les clients qui venaient à l'atelier, avec un problème qu'il n'arrivait pas à nommer. Il a hoché la tête, une fois. Ta mère t'aime, Teresa. Je sais. Il a essuyé ses mains, sur le chiffon. Il a fouillé dans sa poche arrière, et a sorti son portefeuille. Il a compté 4 billets de 20 €. Il me les a tendus. Je les ai pris. 80 €. Il avait 80 € dans son portefeuille, un vendredi après le jour de paix, et il avait décidé, quelque part entre le dîner et 1h40 du matin, de me donner la totalité de ces 80 €. Pour le bus, a-t-il dit. J'ai mis les billets à l'intérieur de ma veste, avec la lettre. Il n'a pas demandé où j'allais. Il n'avait pas besoin que je le lui dise. Il avait entendu ma mère, au téléphone avec Carole. Il avait entendu la déchirure, à travers le mur. Il était resté éveillé, de la même façon que j'étais resté éveillé. Je n'ai pas dit merci. Je n'ai pas dit au revoir. Il n'a pas tendu les bras vers moi, et je n'ai pas tendu les miens vers lui. Il s'est retourné, vers le carburateur. J'ai ramassé mon sac. Je suis sorti par la porte latérale du garage, dans la ruelle.
Il était 4h11 du matin. La température était d'un peu moins de 0 degré. Je pouvais voir la vapeur de mon souffle. La lettre recollée, reposée contre ma clavicule, pliée en 3. Étage 80 €, par-dessus. La station Greyhound de Pottsville était une salle d'attente en parpaing de verre, rattachée à une pompe à essence Sunoco, à environ 2 km de chez moi. J'ai fait le trajet à pied, en 24 minutes. Mon sac de sport était un Eastpak en nylon bleu marine, avec une bretelle cassée. Il contenait 3 vêtements de rechange, une édition de poche de l'attrape-cœur, mon livre de préparation au SAT, mon relevé de notes du lycée plié en 2, mon permis de conduire, une paire de lunettes de secours, et un sac à fermeture éclair, contenant ma brosse à dents. C'était là, le moindre objet que je possédais, qui avait de l'importance. J'ai acheté mon billet au guichet, à un homme prénommé Earl. Greyhound pour Boston, 89 €. Le bus partait à 5h22 du matin, et arrivait à la gare de South Station à 18h54. 13h32 de trajet. J'ai payé avec 3 billets de 20, un billet de 10, un de 5, et 4 billets de 1. Il me restait 251 €. J'ai embarqué à 5h14. J'ai pris un siège côté fenêtre, derrière le chauffeur. Le siège à côté de moi est resté vide. Le bus a démarré, à 5h22 pile. J'ai regardé notre rue défiler, à 3 pâtés de maisons à l'est de la station, notre maison, la lumière de la cuisine allumée, l'étage plongé dans l'obscurité. La silhouette de ma mère, derrière la fenêtre de la cuisine, tenant une tasse de café. Elle regardait le bus partir. J'en suis presque certaine. Je n'ai pas fait de signe de la main. Elle ne m'a pas vu. La lumière de la chambre de Maddy s'est allumée à 5h30. Elle avait trouvé le mot. La lumière est restée allumée, pendant 2 minutes et 12 secondes. Puis, elle s'est éteinte. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, entre la minute 1 et la minute 2. Je me le suis demandé, pendant 7 ans. J'ai sorti la lettre recollée de ma veste, j'ai lu la phrase sur la bourse encore une fois, je l'ai repliée, je l'ai remise à sa place, et je me suis endormi, la tête contre la vitre. 340 € du babysitting. 80 de plus de la part de mon père. Une lettre recollée. C'était suffisant. La gare de South Station, à 18h54, sentait le diesel et le sel de bretzel. J'ai marché depuis South Station, jusqu'aux services étudiants du MIT, avec mon sac sur le dos. Cela faisait 8 km. J'avais des indications imprimées sur papier, à la bibliothèque de Pottsville, 2 semaines plus tôt. Je suis arrivé au bureau des programmes pour les étudiants de première génération, à 21h30, un vendredi de mars. Le bureau était fermé. Je me suis assise par terre, devant la porte. J'ai ouvert mon livre de préparation au SAT, et j'ai fait semblant d'étudier. Pour que le vigile ne me demande pas de circuler. Il m'a demandé de circuler, à 22h15. J'ai dormi dans une salle d'études, au sous-sol du centre étudiant, sur un canapé en vinyle de la couleur du sable mouillé, avec mon sac de sport comme oreiller. J'ai dormi 4 heures. Le lundi matin à 8h, une femme nommée Dr Marina Ortiz a ouvert la porte de son bureau, m'a vu assise sur le banc devant, et a dit « Vous êtes en avance ». J'ai répondu « Je suis venu en avance ». Elle a demandé « À quel point en avance ?» J'ai répondu « 3 jours ». Je n'avais pas pris de vrai repas, depuis la gare routière de Hartford, où j'avais acheté un hot-dog. Le docteur Ortiz a jeté un seul regard sur moi, et m'a emmené au bout du couloir, jusqu'à la cafétéria, où elle avait une carte de repas pour le corps enseignant. Elle m'a acheté des œufs, des toasts, et du jus d'orange. Elle m'a regardé manger. Elle n'a rien dit, jusqu'à ce que j'ai terminé. Ensuite, elle a dit, dites-moi ce que vous avez. J'avais la lettre recollée. Il me restait 316 €. J'avais un sac de sport, avec une bretelle cassée. Je n'avais aucune attestation parentale signée. Je n'avais aucune preuve de revenu, parce que mes parents refusaient de m'en fournir une. Le docteur Ortiz a longuement regardé la lettre recollée. Elle l'a retournée. Elle l'a retournée à nouveau. Elle a dit, gardez ça. J'ai commencé à la ranger dans ma veste. Elle m'a arrêté. Encadrez-la. Encadrez-la avec quelque chose de bon marché, mais gardez-la là, où vous pouvez la voir. C'était ma première semaine, au MIT. La première année a passé,
comme passent les années lorsque vous travaillez dur. J'ai pris 18 heures de crédit chaque semestre, plus une session d'été. Et je travaillais 20 heures par semaine dans le laboratoire de sciences des matériaux, et 12 heures de plus, à la cantine. Ma moyenne générale, à la fin de ma première année, était de 3,76. Je suis monté à 3,89, lors de ma deuxième année. J'ai envoyé un email à ma mère, à 2 reprises. Le premier email, c'était la deuxième semaine de cours, avec ma nouvelle adresse, et le téléphone de la résidence. Le second, c'était après les examens d'automne, un court paragraphe qui se terminait par « Tu me manques ». Aucun des deux n'a reçu de réponse. J'ai arrêté d'envoyer des emails. Octobre de ma deuxième année, 23 heures. J'ai vérifié ma boîte de réception du MIT, avant d'aller me coucher. Il y avait un message, de Madison 1994 sur Yahoo. Je ne reconnaissais pas l'adresse. J'ai failli le supprimer. Puis, j'ai lu l'objet du message. Maman. Le corps du message, tenait en 3 phrases. Elle a dit à l'église, que tu étais morte. Le prêtre a posé la question à l'heure du café. Tante Carole a confirmé. Les gens y croient. C'était signé. M'a dit. J'ai lu l'email 3 fois. J'ai refermé l'ordinateur portable. Je suis allé dans la cuisine de l'appartement, que je partageais avec 2 autres étudiantes boursières, j'ai bu un verre d'eau, et je suis revenu. Je l'ai lu, une 4e fois. Ma mère m'avait enterré, et pas de façon métaphorique. Elle avait dit aux paroissiens de Saint-Jean-Baptiste, sur l'avenue Howard à Pottsville, que j'étais décédé. Ma tante Carole, la sœur de ma mère, avait été le témoin pour corroborer ses dires. Le prêtre, le père Hennessy, avait posé la question, lors de l'heure du café, après la messe de 11 heures. L'histoire de la fille morte, était plus facile à assumer, que celle de la fille bien vivante, qui avait refusé de rester. Ma mère, avait choisi le mensonge. Ma tante, aussi. La ville entière, traiterait désormais ma mère avec une sorte de douce solennité, de la façon dont on traite quelqu'un, frappé par une tragédie récente. Je n'ai pas répondu à Maddy. Je ne savais pas quoi lui dire, en ce mois d'octobre de ma deuxième année. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé me coucher à 23h40. Je n'ai pas trouvé le sommeil, avant 2h20. Le téléphone public dans le hall du centre étudiant du MIT, celui situé à l'extérieur du bureau de poste, a sonné pour moi, un mardi du mois de mars de ma 3e année, à 16h11. Je passais juste devant, en route pour un groupe de résolution de problèmes. L'hôtesse d'accueil m'a fait signe. Elle a dit, Teresa Davis, il y a un homme en ligne, qui dit être votre père. Je n'avais pas entendu sa voix, depuis 2 ans et 4 mois. J'ai décroché. Teresa. Papa. Grand-mère a eu une attaque. Légère. Elle est rentrée à la maison. Elle te réclame. Je suis resté debout, le combiné contre mon oreille gauche, et j'ai regardé un étudiant de première année, faire tomber un manuel sur le sol. J'ai demandé, quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 3 semaines. J'ai laissé planer le silence. Il est resté dans ce silence, lui aussi. Il m'avait appelé sur un téléphone public, un mardi après-midi, 3 semaines après l'événement, sans aucun email préalable, sans aucun avertissement, avec la main de ma mère, très certainement posée quelque part près de son coude. J'ai dit, elle a passé 3 semaines à me réclamer, et tu as attendu jusqu'à maintenant, pour m'appeler. Il n'a pas répondu. J'ai dit, dis-lui que je suis en pleine période d'examens finaux. Je suis désolé. J'ai raccroché. Les examens finaux n'auraient pas lieu avant 6 semaines. Je le savais. Il le savait. Ce mensonge était un cadeau pour nous deux. Il m'a permis de raccrocher, sans dire non. Il lui a permis de dire à ma mère que j'étais en train d'étudier. Cette nuit-là, je me suis assise sur le sol de mon appartement, et j'ai analysé ma logique, de la même manière que j'analysais mes séries d'exercices. L'équation était la suivante, grand-mère a eu une attaque. Grand-mère était à la maison. Grand-mère ne voulait pas de moi là-bas. Grand-mère avait voulu que je reste à la maison, il y a 7 ans, et elle n'avait pas changé d'avis. On avait dit à mon père, d'appeler. Mon père, avait appelé. Ma réponse, avait été un petit mensonge, qui offrait une porte de sortie à tout le monde. Je ne me sentais pas coupable.
J'ai noté avec une certaine surprise que je ne me sentais pas coupable. Je suis allé me coucher à 22h30. J'ai dormi 8 heures, pour la première fois en 3 mois. Si vous avez déjà reçu un appel de votre père, chargé de la culpabilité de quelqu'un d'autre, celle de votre mère, de votre grand-mère, ou de vos tantes, et que vous saviez, avant même de décrocher, que l'appel ne venait pas vraiment de lui, j'adorerais entendre ce que vous avez répondu. Laissez-le dans les commentaires. Et si vous découvrez Calm Drama Stories, cliquez sur s'abonner. L'histoire de dimanche parlera d'une femme qui a répondu à son téléphone, pour la toute dernière fois. En décembre de ma dernière année, j'ai quitté le campus pour m'installer dans un studio, au-dessus d'une sandwicherie sur l'avenue du Massachusetts, à 3 stations de métro du laboratoire. Mon loyer était de 840 € par mois. Ma bourse en couvrait 7 cents. Le laboratoire couvrait le reste, en échange de 15 heures hebdomadaires, d'assistanat de recherche. J'avais une étagère, un futon, un petit bureau sous la fenêtre, une bouilloire, un wok, et une colocataire nommée Maya, qui en était à sa 3e année, de son propre doctorat en génie chimique. Maya venait de Lagos, au Nigeria. Elle avait quitté sa famille à 19 ans, pour des raisons similaires. Nous n'en parlions pas. Le cadre m'avait coûté 14 € au CVS sur masse AV, fait de plastique noir, et mesurant 8 pouces sur 10. J'avais transporté la lettre recollée, pliée à l'intérieur de la couverture de mon manuel de chimie organique de 2e année, pendant 2 ans et demi. Les plis étaient devenus souples. Le ruban adhésif brunissait. Je n'avais pas rajouté de scotch. Les déchirures ne se détachaient pas. La lettre tenait bon. J'ai déplié la lettre, sur le comptoir de la cuisine, la nuit où j'ai acheté le cadre. J'ai lissé les plis, aussi platement que possible, avec le dos d'une cuillère. J'ai glissé la lettre derrière la vitre, et j'ai resserré les 4 petites languettes métalliques. Je l'ai accrochée à un clou, au-dessus de mon bureau. Maya est rentrée à minuit. Elle s'est préparé une tasse de thé. Elle s'est approchée du bureau, et a regardé le cadre, pendant 30 secondes. Pourquoi est-elle couverte de scotch? Ma mère a essayé de la jeter, une fois. Une fois. Une fois. Maya a hoché la tête. Elle est allée, dans sa chambre. C'est tout ce que j'ai dit à ce sujet, au cours des 18 mois suivants. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. La lettre était sur le mur. Le scotch brunissait lentement. Quiconque entrait dans mon appartement, et posait la question, obtenait la même réponse en 2 mots. Quiconque ne demandait pas, n'avait pas besoin de savoir. C'était un artefact. C'était un calendrier, sur lequel je n'avais pas besoin de faire de marque. Chaque jour où je m'asseyais à ce bureau, je levais les yeux. Chaque jour où je levais les yeux, je me souvenais que c'était moi qui l'avais recollé. J'ai traversé la Seine de Kiliancourt, un vendredi de mai. Il faisait environ 20 degrés, le ciel était partiellement nuageux, sans pluie. La cérémonie a commencé, à 10 heures du matin. Ma section, l'ingénierie mécanique, est montée sur scène à 11h42. Mon nom a été le 43e nom appelé, sur les 212 de ma section. J'avais envoyé 4 invitations à Pottsville, 3 mois plus tôt. Mère, père, grand-mère, tante Carole. Celle de ma mère est revenue tamponnée, retour à l'envoyeur. L'enveloppe avait été ouverte, le contenu lu, puis l'enveloppe avait été refermée, avec une marque de ruban adhésif différente de celle qu'elle avait utilisée pour réparer mon devoir de chimie en 4e, et remise dans la boîte aux lettres. Elle avait pris le temps de la renvoyer. Elle n'avait pas pris le temps d'écrire quoi que ce soit dessus. Celle de mon père avait été ouverte. Aucune réponse. J'ai appris plus tard par Maddy qu'il l'avait lu sur le porche, et l'avait rangé dans la poche de sa combinaison. Celle de ma grand-mère a été utilisée comme dessous de verre, pour son café du matin. L'auréole d'eau était sur le dos en carton. Maddy m'en a envoyé une photographie, 6 mois plus tard. L'auréole d'eau était parfaite, comme si elle avait centré la tasse, exprès. Celle de tante Carole a été jetée à la poubelle, sans être ouverte. J'avais réservé 4 places dans la section des familles, des rangées GAJ, côté allée. 3 d'entre elles étaient vides, à 11h32, au début de la cérémonie. J'avais espéré, de la façon dont on espère des choses dont on sait qu'elles n'arriveront pas, que l'une d'entre elles serait occupée. Le docteur Ortiz est venu. Elle s'est assise, sur le premier siège.
Elle portait un blazer bleu marine, et elle a applaudi pour moi, quand j'ai traversé la scène. La seule personne de la rangée G, qui a applaudi pour un seul diplômé, à l'appel de son nom. Ma conseillère pédagogique, le docteur Sunita Reddy, s'est assise sur le 2e siège. Maya s'est assise sur le 3e. Le 4e siège est resté vide. Après la cérémonie, elles m'ont toutes les 3 emmené manger indien, au Diva, dans la rue Hampshire. Le docteur Ortiz a commandé le lassi. Nous n'avons pas parlé de ceux qui n'étaient pas venus. Nous avons parlé de mon doctorat, qui débuterait à l'automne, dans le même laboratoire que le docteur Reddy. J'ai scruté la foule, à la fin. Je ne l'ai pas trouvé. Le colis est arrivé un mardi de juillet, mon premier mois en tant qu'étudiante au doctorat, 2 mois après la remise des diplômes. C'était une boîte en carton marron de 12 par 10 par 8 pouces, du genre que l'on achète à la boutique UPS. L'étiquette d'expédition avait été écrite à la main, au crayon à papier. Le cachet de la poste indiquait Pottsville. La ligne de l'adresse de l'expéditeur était vierge. Je l'ai ouverte sur le comptoir de la cuisine, à 18h15, avec un couteau à steak. À l'intérieur de la boîte en carton, se trouvait la boîte à recettes en bois de grand-mère Margaret, la même qu'avant. En chêne, le nom Davis sculpté sur le couvercle, le vernis plus sombre que dans mes souvenirs, la charnière plus rigide. J'ai soulevé le couvercle. Les fiches de recettes étaient toujours là. Lasagne à la mozzarella, pierogi, krupnik, gâteau à la compote de pommes, chili de Franck, gâteau éponge au lait chaud, bortsch blanc polonais, 53 fiches écrites de la main de ma grand-mère, et 4 de la main de ma mère. Sous les fiches, l'insert en carton se soulevait. Sous l'insert, posé à plat contre le fond de la boîte, se trouvait une enveloppe en papier manille, jaunie par le temps. Je me suis assise, par terre. À l'intérieur de l'enveloppe manille, 3 éléments. Le premier élément était un relevé de notes du lycée de Pottsville, promotion de 1991. Le nom sur le relevé était Linda Mary Walsh. Linda, ma mère. La moyenne générale était de 3,94, membre de la National Honor Society, secrétaire de la classe de terminale, dans les 5% des meilleurs élèves. Le deuxième élément était une lettre d'admission du Loïc Carbone Community College, pour le programme d'infirmière diplômée, au semestre d'automne 1991. Bourse partielle de 1 200 € par semestre. Coût total après la bourse, 1 780 € par semestre. La lettre était datée, du 3 avril 1991. Le troisième élément était la même lettre d'admission, en 2 morceaux, recollés avec du ruban de masquage jauni et friable. Le ruban de masquage s'était fissuré le long de la pliure. Les 2 morceaux étaient toujours attachés, mais le ruban adhésif avait fini par céder, à un moment donné au cours de la dernière décennie. Ma mère avait recollé sa propre lettre de bourse, en 1991. Et puis, elle l'avait gardée, pendant 33 ans. Le rouleau de scotch dans la pharmacie de notre salle de bain, celui que j'avais utilisé à 1h40 du matin, il y a 7 ans, ce rôle-là, avait été son rôle à elle. Elle m'avait appris comment faire, sans jamais me dire, ce qu'elle avait elle-même recollé. Je suis resté assise avec les 3 morceaux de papier, sur le comptoir de ma cuisine, pendant 2 heures. Je n'ai pas pleuré. Je ne me souviens pas avoir réfléchi. Je me souviens que la bouilloire était allumée, que je l'avais oubliée, et que Maya l'a éteinte, en rentrant vers 20 heures. Maya a regardé les papiers. Elle n'a pas posé de questions. Elle a préparé du thé pour nous deux. Elle s'est assise, en face de moi. J'ai fait le calcul. Ma mère avait 18 ans en 1991. Elle avait eu la même moyenne générale que moi. Elle avait été la secrétaire de sa classe de terminale. Elle avait postulé au collège communautaire, par elle-même. Quelqu'un avait déchiré sa lettre. Ma grand-mère, presque certainement la même grand-mère, qui s'asseyait dans le salon d'entrée, avec le volume de la télévision baissé. Ma mère avait recollé la lettre avec du ruban de masquage, ce qui était disponible en 1991, dans la cuisine des Davis. Elle avait caché la lettre recollée, au fond de la boîte à recettes en bois, dont elle hériterait, à la mort de ma grand-mère. Elle était restée. Elle avait épousé mon père, en octobre 1992. Elle m'avait eu, en mai 2002. Elle avait passé 25 ans, à cuisiner à partir des fiches placées au-dessus de sa lettre. Et puis, elle avait déchiré la mienne. J'ai compris l'équation.
Je ne l'ai pas pardonné. La compréhension et le pardon ne sont pas la même chose. La compréhension disait qu'elle aussi était la fille aînée de quelqu'un. L'absence de pardon disait qu'elle avait eu le ruban adhésif en main et qu'elle avait choisi de répéter l'histoire. Au fond de l'enveloppe manille se trouvait une photographie d'Isix 15 cm en couleur, un peu délavée. C'était ma mère à 18 ans, debout sur le porche d'un bâtiment à Schnecksville, en Pennsylvanie, portant une blouse d'infirmière qui ne lui appartenait pas encore. Elle tenait une brochure du Loïc Carbone Community College. Elle souriait. Je ne l'avais jamais vue sourire de cette façon. J'ai regardé chaque photographie de nos albums de famille. Elle est sûre, peut-être, 40 d'entre elles. Sur aucune de ces 40 photos, elle ne sourit de la manière dont elle sourit, sur la photo de Loïc Carbone. Je suis restée assise, à calculer tout cela. 33 ans, entre son ruban adhésif et le mien. Le rouleau était de la même marque. Le laboratoire a créé une entreprise dérivée lors de ma 2e année de doctorat. Elle s'appelait SensCore. Nous fabriquions des capteurs de spectrométrie de masse pour les laboratoires d'analyse médicale des hôpitaux. Une détection des infections sanguines, plus rapide que la méthode de culture standard. 16 heures, au lieu de 24 à 72 heures. Le brevet a été déposé en janvier. Les documents de scission universitaire, signés en mars. Le docteur Reddy était la directrice scientifique. 5 étudiants de 3e cycle figuraient sur le brevet, dont moi. Ma part d'action en tant que fondatrice était de 2,4% de l'entreprise, acquise sur 4 ans, avec une période d'attente d'1 an. Cette période d'attente a pris fin un mardi du mois de mars, lors de ma 6e année au MIT. SensCore a clôturé son financement de série A, 11 mois plus tard, avec une valorisation pré-monnaie de 31 millions. Mes actions acquises valaient sur le papier 750 000 € et des poussières. La partie restante non acquise valait tout autant. Je n'en ai parlé à personne, à Pottsville. La nuit où mes actions ont été débloquées, j'ai écrit un unique email à Maddie, sur son ancienne adresse Yahoo. L'objet du message était « Salut », le corps disait « Ça va ?» J'espère que oui. Je ne lui avais pas envoyé de mail, depuis 5 ans. Maddie a répondu à 4 heures du matin, le même jour. Elle devait avoir les notifications de mai, activées sur son téléphone, avec le son. La réponse disait « Allez vient d'avoir 5 ans. » Elle est intelligente. Intelligente comme toi, je ne savais pas quel âge avait l'enfant aîné de Maddie. Je ne connaissais pas son prénom. J'ai appris les deux, en une seule phrase. J'ai lu l'email 2 fois. Je suis allé me coucher, à 2h30. Maddie a envoyé un suivi, 2 jours plus tard. Une photo d'une enfant de 5 ans, en velours côtelé rose, avec un château en tuiles magnétiques. Je l'ai enregistré, dans un dossier sur mon bureau, étiqueté « M ». J'ai ajouté des photos à ce dossier, au cours des 8 mois suivants, lorsqu'elle m'en envoyait. 16 photos, à la fin de l'année. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre elles. J'ai répondu à une ou deux, avec un simple emoji. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, avec ce calcul de 750 000 € sur le papier. Je savais que j'avais du temps. Je savais que Ale avait 5 ans. Je savais que la prochaine conversation sur le devoir de la fille aînée dans notre famille était à environ 12 ans de là, ou du moins, c'est ce que je croyais. Le deuxième appel de mon père est arrivé 2 ans et 3 mois après le premier. En octobre. J'étais au laboratoire à 18h20, en train d'exécuter un calibrage sur un nouveau détecteur. Mon téléphone a vibré, sur la paillasse. Numéro inconnu. Indicatif de la Pennsylvanie. J'ai décroché, parce que j'avais cessé de m'attendre à reconnaître cet indicatif régional. Teresa. Papa. Les 80 ans de ta grand-mère sont dans 6 semaines. Elles te veulent là-bas. Ta mère. Je me suis assise, sur le tabouret du laboratoire. Ta mère a raconté à tout le monde que tu n'étais jamais entré au MIT, que tu as échoué et que tu as été renvoyé. C'est la version officielle, maintenant. À l'église, chez Carole. Il a fait une pause. Pourquoi est-ce que tu m'appelles, papa? Parce qu'elle commence le travail, avec Ale. J'ai refermé l'ordinateur portable, sur le calibrage. Le détecteur a bourdonné. Que veux-tu dire par commence?
Les discours sur le fait de rester. Carole a commencé à Pâques. Linda opine du chef. Maddie ne dit pas non. Elle lui trace la voie, pour qu'elle pense que c'était sa propre idée, d'ici à ce qu'elle ait 12 ans. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. J'ai ramassé un stylo, sur la paillasse. J'ai écrit sur le dos de ma main, 6 semaines. Anniversaire. Allez. Comment sais-tu, qu'elle commence maintenant? Carole lui a acheté, une cuisine pour enfants. J'ai fixé la marque de stylo. J'ai dit, merci de m'avoir prévenu. Teresa. J'aurais dû t'appeler, plus tôt. Oui. J'ai raccroché. Je suis sorti du laboratoire. Je n'ai pas terminé, le calibrage. Je n'ai pas dormi, cette nuit-là. Je me suis assise à ma table de cuisine, avec un bloc-notes jaune, et j'ai fait une liste de la même façon que je faisais n'importe quelle liste, au laboratoire. Numérotée, en colonne, vérifiable. Point numéro 1, ce que je voulais dire. Réponse, rien. Que des actes. Point numéro 2, ce que je voulais laisser derrière moi. Réponse, la lettre recollée, la photographie de 1991, un document. Point numéro 3, qui était le public? Réponse, Allais. Uniquement Allais. Tous les autres, n'étaient que des témoins formant le décor. Point numéro 4, quand? Réponse, le 80e anniversaire de ma grand-mère, un samedi de novembre, dans 6 semaines. 30 témoins, y compris les amis de l'église. Suffisamment public, pour que la conversation ne puisse pas être reniée plus tard, par ma mère. Point numéro 5, ce que je ne ferai pas. Réponse, débattre, élever la voix, me justifier, m'excuser d'être en retard. Point numéro 6, ce que je ferai, si ma mère essayait de m'arrêter à la porte. Réponse, rester sur le porche, parler à travers la moustiquaire. Allais, m'entendrait quand même. Point numéro 7, le financement. Réponse, un fonds de placement en fiducie. De l'argent qui devait être mis de côté, sur un compte enregistré, avant le voyage, pour que le document que je poserai sur la table, soit réel, et non pas une simple promesse. J'ai fait une dernière note, tout en bas. Ce n'est pas une vengeance. C'est une démonstration contrôlée. Entrée, sortie, paramètres de contrôle. Je suis allé me coucher à 5h20 du matin. J'ai dormi 2 heures. Je me suis réveillé à 7h30. J'ai appelé l'avocate, que le frère de Maya avait engagée, pour un accord d'achat d'actions. Son nom était Sarah Klein. Sarah Klein avait un bureau sur la rue Boylston, dans le quartier de Back Bay. Elle facturait 380 € de l'heure. J'y suis allé, un jeudi à 16h15. J'ai apporté un cahier. Je lui ai dit ce que je voulais. Un fonds en fiducie, financé par des capitaux propres liquidés. 250 000 €. Bénéficiaire. Tout descendant, féminin ou masculin, de Margaret Davis, âgé de 17 ans ou plus, accepté dans n'importe quel collège, université, ou école de métiers accréditée, aux États-Unis ou au Canada. Programme de 2 ans, de 4 ans, ou programme menant à un certificat, peu importait. Allais, ma nièce, serait la première éligible, à l'âge de 17 ans. Son frère Cody, serait éligible, lui aussi. Sarah a dit, vous voulez inclure les garçons. J'ai répondu, la tradition, était sexiste. Le fond, ne l'est pas. C'est tout l'intérêt. Elle a rédigé le document, au cours des 8 jours suivants. Nous nous sommes rencontrés, 2 fois de plus. Le capital a été transféré, suite à la liquidation de mes actions sans score, un lundi. Le fonds a été signé et notarié, 11 jours après notre première réunion. Sarah était la fiduciaire. J'étais la constituante du fonds. Le dispositif a été nommé « Fonds d'éducation des filles Davis », avec une note de bas de page précisant qu'il couvrait tous les descendants. J'ai gardé le mot « fille » dans le titre, exprès. Sarah m'a remis le document signé, dans une enveloppe de couleur crème, portant l'entête de son cabinet. Elle m'a demandé à 2 reprises, si je voulais ajouter un petit mot pour la famille. J'ai répondu non, les 2 fois. Elle a accepté ma réponse, la seconde fois, sans poser de questions. 250 000 €, notarié en 11 jours. Le notaire m'a demandé, par 2 fois, si je voulais ajouter un mot. J'ai dit non.
si vous avez déjà investi une somme d'argent, pour soutenir une version plus jeune de vous-même, une nièce, une cousine, un gamin de votre quartier, et que vous n'avez demandé aucune reconnaissance en retour, je veux l'entendre. Dites-moi dans les commentaires, ce que vous avez mis en place, et pourquoi. Et si vous appréciez cette histoire, cliquez sur s'abonner. Il y a une histoire qui arrive dimanche, sur une femme qui a payé les frais de scolarité d'un inconnu, sans le dire à sa propre famille. Le vendredi précédant la fête, j'ai fait mes bagages. Le porte-document était un saddleback en cuir marron, un cadeau de fin d'études, sur lequel Maya avait insisté pour ma licence. Je l'avais utilisé, à 2 reprises. Il était petit, de 12 pouces sur 15, avec 2 compartiments, un rabat, et une unique boucle en laiton. À l'intérieur, dans l'ordre, de bas en haut, le document du fonds de fiducie, dans son enveloppe couleur crème. Ma lettre de statut de candidate au doctorat, du département d'ingénierie mécanique du MIT, sur papier à en-tête, signée par le docteur Reddy en tant que ma directrice de thèse. Mon diplôme de licence en sciences, dans son porte-document. La photographie de ma mère à 18 ans, la photo avec la brochure du Loïc Carbone Community College, glissée entre les pages du porte-diplôme, pour éviter qu'elle ne se plie. Par-dessus, la lettre du MIT recollée. Je l'avais retirée, du cadre. Je l'avais repliée, selon les tiers d'origine. Je l'avais placée, au-dessus du diplôme. Voilà ce que contenait, le porte-document. Je me suis habillé pour le voyage, le samedi matin, à 5 heures. Pantalon bleu marine foncé, chemise blanche boutonnée, col simple, sans fioriture, chaussures plates noires, cheveux détachés, sans maquillage, sans bijoux, sans alliance car je n'en ai jamais eu. Pas de boucle d'oreille, parce que je n'en possède aucune. Le seul objet brillant sur ma personne, était la boucle en laiton du porte-document. Je me suis habillé, comme l'ingénieur que j'étais. Aucun déguisement, aucune déclaration de style. Le porte-document se chargerait de parler. J'ai pris l'avion de l'aéroport de Logan, jusqu'à Philadelphie. J'ai loué un Honda CR-V de couleur anthracite, à l'aéroport. J'ai conduit vers l'ouest, sur l'Interstate 76. Je me suis arrêté une fois, pour prendre un café. Pottsville, un samedi matin de novembre, ressemble exactement à ce qu'elle a toujours été. Des maisons mitoyennes en briques, sur Mahanango. Le Euro Général, sur Center Street. 2 devantures vides, là où il y avait eu autrefois une boulangerie, et une quincaillerie. La boulangerie, avait été la boulangerie de la famille Patel. Les Patel, avaient déménagé à Schuylkill-Haven il y a 6 ans, après la fermeture de la boulangerie. Je suis passé en voiture, devant mon ancien lycée. Le panneau d'affichage indiquait « Allez le Tide ». L'équipe de football américain, était le Crimson Tide. Certaines choses, ne changeaient pas. Je suis passé devant la station Greyhound. La salle d'attente en parpaing, était toujours là. La pompe Sunoco à côté, avait été remplacée, par un modèle à écran tactile. Le même Earl n'était probablement plus, derrière le guichet des billets. Earl avait 62 ans, quand j'avais acheté mon billet. Earl, aurait 69 ans, maintenant. Je suis passé devant le magasin Goodwill, sur Center Street. Dans la vitrine, il y avait un tablier de cuisine, un imprimé vert et jaune, plié sur un cintre. Il ressemblait au tablier que ma mère portait, tous les samedis matins de mon enfance. Même longueur, même ourlet, imprimé différent. Le Goodwill renouvelait ses stocks, chaque semaine. Le tablier dans la vitrine aujourd'hui, n'était pas celui de ma mère. C'était celui de quelqu'un. C'était celui, de quelqu'un comme ma mère. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas ralenti. Je suis passé devant, à la limite de vitesse autorisée. J'ai tourné dans la rue Mahanango, à 10h14 du matin. J'ai garé la Honda sur le trottoir, juste en face de la maison des Davis. La boîte aux lettres sur le bord du trottoir, avait été repeinte en bleu. Je suis resté assise dans la voiture de location, et j'ai compté jusqu'à 100. J'ai monté les 4 marches du Porsche, à 10h42. J'ai toqué 2 fois, avec le dos de l'articulation de mon majeur, de la même façon que mon père toquait, quand il rentrait du garage. Ma mère, a ouvert la porte, aux 3/4. Elle portait un tablier. De la même marque, mais avec un imprimé différent, de celui de la vitrine du Goodwill. Ses cheveux étaient devenus, presque à moitié gris. Elle n'avait ni perdu, ni pris de poids. Son visage semblait le même,
et pourtant pas le même. De la façon dont les visages apparaissent, après 7 ans, sans les avoir vus. Elle n'a pas dit « entre ». Elle n'a pas dit « Teresa ». Elle n'a pas dit « bonjour ». Elle a dit « tu es en avance de 18 minutes ». La fête commence à midi. Reste dans la voiture. Elle a refermé la porte. À travers l'entrebâillement, avant que la porte ne se referme, j'ai vu le comptoir de la cuisine, derrière elle. La boîte à recettes était dessus. Le nom Davis, sculpté sur le couvercle. Elle avait la même apparence que toujours, placée exactement, au même endroit. J'avais remis la boîte à sa place, en la renvoyant l'été précédent, avec un petit mot, écrit de la main de la mère de Maya, qui disait « Je viens de trouver ça, dans l'appartement de Sabina. J'ai pensé que vous voudriez la récupérer. » Cela avait fonctionné. La boîte était de retour chez elle. Ma mère n'avait aucune idée, du fait que je l'avais eue entre les mains. Je suis retourné au Honda CR-V. Je me suis assise sur le siège du conducteur. J'ai réglé le chauffage, sur 20 degrés. J'ai attendu. Il était 10h43 du matin. La fête commençait à midi. 18 minutes, c'était 18 minutes. Les voitures ont commencé à arriver, à 11h15. J'avais une vue dégagée, depuis la Honda. Tante Carole et son mari Donnie, dans une Buick Le Sabre de couleur crème. Carole est sortie la première, plus corpulente que dans mes souvenirs, ses cheveux gris coiffés d'une permanente rigide. Elle a jeté un coup d'œil furtif, à la voiture de location de l'autre côté de la rue, et a fait semblant de ne pas l'avoir remarqué. Maddy est arrivée ensuite, à 11h22, dans une Subaru Outback verte. Maddy était une femme maintenant, âgée de 23 ans. Elle a soulevé Cody, le petit de 2 ans, hors de la banquette arrière, pour le caler sur sa hanche, avec l'efficacité habituée de quelqu'un, qui n'avait pas eu les mains libres, depuis 3 ans. Tim, son mari, a sorti Allait de l'autre côté. Allait porter une robe rose, des collants blancs, et un petit cardigan bleu marine. Elle tenait un cheval en plastique baille, dans sa main gauche. Ses cheveux avaient le même blond, que les miens à l'âge de 5 ans. Les cousins ont suivi. 3 des miens du côté de mon père, 2 du côté de ma mère, les cousins Walsh, les 2 amis de l'église de ma grand-mère, Madame Hardesty et Madame Vargas, dans une Cadillac conduite par le petit-fils de Madame Hardesty. À 11h53, Maddy a traversé la rue. Elle avait enlevé son manteau. Elle s'est approchée, directement de la fenêtre du conducteur. J'ai baissé la vitre. Elle a dit, je t'ai envoyé la boîte. Je sais. Il m'a fallu 5 ans, pour la trouver. Elle l'a gardée dans le grenier. Merci. Vas-tu faire une scène? Non. Je vais créer une option. Elle m'a regardé pendant 2 secondes, puis, elle a hoché la tête, une seule fois. Elle est repartie de l'autre côté de la rue. Je suis entré, à 12h08. Le salon comptait 30 personnes, des chaises pliantes alignées le long du mur, des nappes en plastique, un gâteau sur la table à manger, blanc avec un glaçage jaune où l'on pouvait lire « Joyeux 80e G ». Un second gâteau sur le comptoir, au citron, plus petit. La boîte à recettes, était toujours sur le comptoir. La conversation dans la pièce, s'est figée quand la porte s'est ouverte. Puis, elle s'est arrêtée. Ma mère, depuis l'arche de la cuisine, a prononcé 2 mots. Elle est venue. Ma grand-mère, installée dans le fauteuil, ce même fauteuil en velours côtelé vert dans lequel elle était assise 7 ans plus tôt, a levé les yeux par-dessus ses lunettes de lecture. Les lunettes de lecture étaient neuves. La monture était la même. Elle a dit, « Teresa, tu as l'air amaigrie. » Bonjour, grand-mère. Tante Carole, depuis la table à manger, a lancé, « Il t'en a fallu du temps. Désolée, d'avoir raté les Noëls. » Carole a ouvert la bouche. Mon père a traversé la pièce, en venant de la cuisine. Il avait vieilli de 7 ans. Il m'a prise dans ses bras. 2 secondes. Il m'a lâché. Il n'a rien dit. Il est retourné, dans la cuisine. Je me suis tenu dans l'entrée, avec le porte-document dans ma main droite. Allais était sur le tapis, devant la télévision, à 3 mètres de moi, en train de jouer avec le cheval en plastique baille. Cody était sur les genoux de Maddy. Tim discutait avec Donnie. La pièce s'est souvenue comment parler, en 15 secondes environ. Le volume est remonté. Madame Hardesty a demandé à Madame Vargas,
si elle voulait du café. Je me suis assise sur la chaise pliante, la plus proche de la fenêtre de devant. J'ai posé le porte-documents sur le tapis, à côté de mon pied gauche. À 12h31, ma mère a pris un couteau à beurre, et l'a fait teinter contre le bord d'un verre d'eau. La pièce a sombré, dans le silence. Mon père s'est avancé sur le seuil de la cuisine, tenant une tasse de café. Maddy a posé Cody sur le tapis, à côté de Haley. Ma grand-mère s'est levée. Sa canne supportait son poids à gauche. Elle s'appuyait sur le dossier du fauteuil, de la main droite. Merci à tous d'être venus, a-t-elle dit. 80 ans. Un léger rire de Madame Vargas, un applaudissement de Donnie. Je veux dire quelques mots, sur notre famille. Elle a baissé les yeux vers Haley, qui faisait rouler le cheval-bail, le long du bord de la table basse. Les femmes Davis restent unies. Nous ne courons pas après les chimères. Nous ne dérivons pas. Nous ne prenons pas des airs de grandeur. Ma Linda est restée. Ma Carole est restée. Ma Maddy est restée. Elle a fait une pause. Elle a regardé Haley, à nouveau. Et, un de ces jours, ma Haley restera, elle aussi. Elle a levé son verre d'eau, au fait de rester. 28 verres se sont levés. 28 voix ont trinqué, au fait de rester. La voix de tante Carole était la plus forte. Mon père a levé sa tasse de café à mi-hauteur, et s'est arrêté au niveau de son sternum. Il n'a pas prononcé les mots. 2 verres ne se sont pas levés. Le mien ne s'est pas levé. J'étais assise, les mains croisées sur mes genoux. Le verre d'eau était sur la petite table, près de mon coude. Je n'y ai pas touché. Celui de Maddy non plus. Elle l'avait pris. Elle l'avait amené à hauteur de poitrine. Elle l'avait tenu là. Elle ne l'avait pas porté à sa bouche. Elle n'avait pas prononcé les mots. Elle l'a reposé. Ma mère n'a pas vu le verre de Maddy. Ma mère me regardait fixement. J'ai déplacé le porte-documents, d'à côté de mon pied gauche, pour le poser sur le sol, directement devant moi. Les applaudissements pour le toast ont duré 9 secondes. La conversation a repris. Ma grand-mère s'est assise lourdement. Madame Hardesty est allée se resservir du café. Maddy a ramassé Cody, depuis le tapis. Ma mère a traversé la pièce. Elle s'est approchée de l'encadrement de la porte de la cuisine, le plus proche de ma chaise. Elle a gardé la voix basse. Ne le fais pas, j'ai levé les yeux. Quoi que tu sois en train de penser, ne le fais pas, je ne pense pas. J'ai déjà décidé. Tu ne vas pas embarrasser cette famille, aujourd'hui. Je ne vais embarrasser personne. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais parler à Haley. La main gauche de ma mère est allée se poser sur sa hanche. Sa main droite tenait un torchon. Le torchon était de cette même marque de coton que ma grand-mère achetait en lot de 3, au Boscofès, en centre-ville. J'avais plié ces torchons 3000 fois dans la cuisine de cette maison, en grandissant. Le pliage était un pliage à la Davis. Plié en 3, l'ourlet vers l'extérieur. Elle a 5 ans, Teresa. Je sais. Tu n'as pas le droit de débarquer ici après 7 ans. Et, maman. Elle s'est arrêtée. J'ai dit, je ne te demande rien. Je ne vais pas me battre avec toi. Je vais déposer quelque chose devant Haley, et je vais partir. Tu pourras faire tout ce que tu voudras, une fois que je serai parti. Ma mère a dit, c'est ma maison. J'ai répondu, c'est la maison de grand-mère. Elle n'a pas répondu à cela. Elle a tourné les talons. Elle est retournée dans la cuisine. À travers l'arche, je l'ai regardé tordre le torchon, entre ses deux mains, le vrillant, de la même manière qu'elle vrillait la pâte. J'ai ramassé le porte-documents. Je me suis levé. J'ai traversé le tapis, en direction de Haley, qui jouait toujours, avec le cheval-bail. Je me suis agenouillé sur un genou. La pièce est redevenue silencieuse. La tasse de café de Madame Hardesty s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Haley a levé les yeux vers moi, tenant le cheval-bail dans sa main gauche. Elle avait les yeux de sa mère. Elle ne savait pas qui j'étais. J'étais parti, avant sa naissance. J'ai dit, salut, Haley. Je suis ta tante Teresa. Haley a répondu, d'accord.
J'ai ouvert le porte-document, sur le tapis. J'ai sorti la lettre recollée du MIT. Je l'ai dépliée. Je l'ai posée sur le tapis, entre nous deux. Le ruban adhésif bruni était bien visible en travers de la phrase, parlant de la bourse. Ça date de l'époque où j'avais 18 ans. Grand-mère t'en parlera peut-être, un jour. Si elle ne le fait pas, ta maman le fera. Allez à regarder la lettre. Elle ne l'a pas ramassée. Si tu as envie d'aller à l'école un jour, n'importe où, au lycée, à l'université, dans une école de métier, n'importe où, voici une lettre qui prouve que quelqu'un m'a dit oui, à moi. Quelqu'un te dira oui, à toi aussi. Tu n'es pas obligé de prendre cette lettre-ci. Tu auras la tienne. Bien à toi. Depuis le pas de la porte de la cuisine, ma mère a dit, Teresa, arrête. J'ai gardé les yeux, fixés sur Allais. J'ai plongé la main, dans le porte-document. J'ai sorti l'enveloppe couleur crème. Je me suis relevé. J'ai fait 4 pas jusqu'à la table basse, là où se trouvait l'assiette à gâteau de ma grand-mère. J'ai posé l'enveloppe, sur la table basse. C'est 250 000 €. L'argent est placé dans un fonds de fiducie. C'est pour n'importe quelle fille de cette famille, qui veut faire des études, ou n'importe quel garçon. Cody, lui aussi. J'ai regardé Maddy. Cody, lui aussi. Tante Carole s'est levée, de sa chaise de salle à manger. Tu ne peux pas faire ça, ici. Je l'ai fait, il y a 3 semaines. Je ne fais que vous le dire, maintenant. Ma grand-mère s'est levée, du fauteuil vert. Sa canne a supporté son poids, à nouveau. Son visage était rouge de colère. Teresa Marie Davis, la fille aînée reste. Je me suis redressé, depuis le tapis. J'ai regardé ma mère dans l'arche de la cuisine, et non pas ma grand-mère. Ma mère a dit, ce n'est pas ce que nous sommes. Je l'ai dit, de la même manière qu'elle l'avait dit. Même volume, même tempo. Pas de drame théâtral. Alors, je ne suis pas ce que nous sommes. La pièce a plongé, dans un silence total. 28 visages. Allais, sur le tapis, a ramassé la lettre recollée. Elle l'a tenue, à hauteur de son épaule. Elle l'a tendue, vers sa mère. Maddy s'est agenouillée, à côté de sa fille. Elle a pris la lettre, de la main de Allais. Elle l'a gardée. Elle ne me l'a pas rendue. J'ai sorti la photographie, du porte-document. J'ai marché, jusqu'à la table à manger. J'ai posé la photo, face visible, à côté du gâteau. Linda, à 18 ans, en blouse d'infirmière. Le sourire. Je n'ai rien dit. Ma mère s'est avancée, dans la salle à manger. Elle a regardé la photo. 4 secondes. Elle l'a prise. Elle l'a retournée. Elle l'a retournée à nouveau. Elle l'a reposée. Elle a dit, où as-tu? Je n'ai pas répondu. Elle a répété, où? J'ai attendu. Elle s'est retournée. Franck, où est-ce qu'elle? Franck? Mon père, dans l'arche de la cuisine, n'a pas bougé. Il tenait une tasse de café. Il l'a posée sur le comptoir, derrière lui. Il ne l'a pas regardée. Ma mère s'est tournée à nouveau vers moi. Sa voix a monté. Tu as fouillé dans mes affaires. Tu as volé. Tu as volé Maddy m'a envoyé la boîte à recettes. Quoi? Maddy a trouvé la boîte, dans le grenier. Maddy me l'a envoyée. J'ai lu ce qu'il y avait à l'intérieur. Maddy, toujours sur le tapis à côté de Allais, ne s'est pas levée. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas confirmé. Elle a gardé la lettre recollée, serrée contre sa poitrine. Ma mère a dit, tu n'as pas le droit, de. Sa voix était forte, maintenant, ce genre de volume, que ma mère n'atteignait presque jamais. Ma grand-mère s'est rassise, brutalement. Tante Carole a fait le signe de croix. J'ai ramassé le porte-document. Le porte-document était plus léger maintenant. Le document de la fiducie était sur la table basse. La photographie était sur la table à manger. La lettre recollée était avec Allais. La lettre de doctorat et le diplôme, je les avais laissés dans le porte-document. Il n'avait jamais été le but de tout ceci. J'ai marché jusqu'à la porte. J'ai posé ma main sur la poignée.
Je me suis tourné vers ma mère. Je n'ai dit qu'une seule chose. Moi aussi j'ai recollé la mienne, maman. Avec la même marque, de ruban adhésif. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti. La porte s'est refermée, derrière moi. Depuis le porche, je pouvais entendre la voix de ma mère s'élever, un son que je ne lui avais jamais entendu produire, auparavant. J'ai marché vers ma voiture de location. Je n'ai pas regardé, en arrière. Je me suis assise dans la Honda de location, à 22h07. J'ai mis la clé dans le contact. Je ne l'ai pas tournée. Le chauffage, que j'avais laissé allumé à 20 degrés, était éteint depuis 3 heures. La voiture était froide. On a frappé, à la vitre. Maddy. Elle tenait la lettre recollée, et l'enveloppe couleur crème. Elle avait mis son manteau maintenant, le souffle de sa respiration visible, dans l'air froid. J'ai baissé la vitre. Elle a dit, allez veut garder ça. Elle le peut. Le fond. C'est vrai? Notarié. Sarah Klein, à Boston. Les numéros pour la joindre, sont sur la page de couverture. Tim va être difficile, à ce sujet. Tim n'a rien besoin de signer. Haley est la bénéficiaire. Tu es le parent qui en a la garde. Il ne figure pas, sur les papiers. Elle a expiré, un nuage d'air blanc. Et pour Cody? Cody aussi, regarde la page 3. Elle a hoché la tête. Elle a serré la lettre et l'enveloppe, contre sa poitrine. Tu reviendras. Je ne sais pas encore. D'accord. Elle n'a rien dit d'autre. Elle est repartie, de l'autre côté de la rue. Elle est rentrée à l'intérieur. La porte s'est refermée. J'ai tourné la clé. Le moteur a démarré. Le 3e appel de mon père est arrivé 3 mois après la fête, un mercredi de février, à 18h40. J'étais devant le comptoir de ma cuisine à Cambridge, en train de couper des oignons. Le téléphone a vibré. Indicatif, de la Pennsylvanie. J'ai décroché. Teresa. Papa. Haley vient de commencer, un programme de sciences du samedi, au Loïc Carbone Community College. Un camp STEM, pour les enfants de l'école primaire. Maddy a utilisé le fond, pour l'inscrire. Les oignons sur la planche à découper, étaient à moitié émincés. J'ai arrêté de couper. C'est pour 6 samedis, 5 heures à chaque fois. Maddy l'a conduit en voiture. Tim a dit que c'était l'argent de Maddy, et qu'elle pouvait le dépenser. Maddy a répondu, que c'était celui de Haley. Merci, de me l'avoir dit. Ta mère refuse de m'en parler. Elle sait. Elle ne veut juste pas le dire. D'accord. J'aurais dû appeler, plus tôt. Teresa. 7 ans plus tôt. Oui. Une longue pause. Haley veut écrire. Est-ce que Maddy peut envoyer son adresse? Oui. Très bien. Il a attendu. Je n'ai rien dit d'autre. Il a raccroché. Je suis retourné à mes oignons. J'ai fini de les émincer. Je les ai fait revenir, avec de l'ail et de l'huile d'olive. J'ai préparé des pâtes. J'ai mangé au comptoir de la cuisine, debout. Le Loïc Carbone Community College, c'était l'école qui avait envoyé à ma mère sa lettre en 1991. Haley commençait à 5 ans. L'enveloppe de Pottsville est arrivée, 3 semaines après l'appel de mon père. Papier rose, avec l'adresse écrite de la main de Maddy, sur le devant. L'adresse de l'expéditeur, écrite avec l'écriture de maternelle de Haley. Tout en majuscule, avec un Y à l'envers. À l'intérieur, 2 morceaux de papier, le premier étant une lettre de Haley. Écrite au crayon, rose et rouge. 6 lignes. Chère tante Teresa, maman a dit que tu es allée au MIT. Je dessine un bâtiment. Le bâtiment a mon nom écrit dessus. J'ai 5 ans. Bisous, Haley. Le second était un dessin. Un bâtiment en briques rouges. 3 étages, 6 fenêtres. Tout en haut, écrit au crayon rouge, Haley. Pliée à l'intérieur du dessin, se trouvait la lettre originale recollée du MIT, celle-là même, que j'avais posée sur le tapis devant elle. Le scotch jauni, les plis devenus souples. À l'intérieur de la lettre, au dos du tiers inférieur, Haley avait collé un post-it jaune avec une seule phrase,
écrite avec une écriture d'adulte que je savais être celle de Maddy, dictée par Alais. J'ai fini avec celle-ci. J'écrirai la mienne. J'ai accroché le dessin sur le réfrigérateur. J'ai remis la lettre dans le cadre. J'ai accroché le cadre au-dessus de mon bureau. Le ruban adhésif continuait de brunir. Le brunissement avait atteint la phrase sur la bourse. La phrase était encore lisible. J'ai appris quelque chose aux 80 ans de ma grand-mère, que j'aurais dû apprendre, le jour de la déchirure causée par ma mère. Les gens qui vous disent qui vous êtes, continueront de vous le dire, aussi longtemps que vous les laisserez faire. La seule façon de répondre, c'est de devenir quelqu'un d'autre, silencieusement, sans se disputer, jusqu'à ce qu'ils soient obligés de vous regarder, et de décider, s'ils doivent détourner le regard, ou lever les yeux vers vous. Ma mère est encore en train de décider. C'est ça, mon histoire. Une lettre déchirée, un rouleau de scotch, et une enfant de 5 ans dans un bâtiment en briques, qu'elle n'a pas encore construit. Si cette histoire vous a rappelé une petite sœur ou un petit frère, une nièce, une fille, quelqu'un pour qui la tradition n'a pas encore dit son dernier mot, prenez cela comme un signe. Ouvrez-lui des options. Aujourd'hui, cette semaine. Et si vous connaissez une femme, qui a dû recoller les morceaux de quelque chose, partagez ceci avec elle. Laissez un commentaire, cliquez sur s'abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.